Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur le comité social et économique. Je vous propose 3 séquences dans le cadre de cette conférence. Une première séquence sur les grands principes de mise en place du CSE, une deuxième séquence sur la manière de négocier le passage en CSE, et puis une troisième séquence sur les différentes modalités du transfert pour passer du CE au CSE. Avant d'attaquer la première séquence, je vous propose d'évoquer un premier préalable qui est un grand principe issu des ordonnances Macron. Historiquement, il existait la question de la hiérarchie des normes avec le principe de faveur, c'est-à-dire que la loi était un minimum, l'accord de branche ne faisait que du plus et l'accord d'entreprise faisait encore du plus. Désormais, avec les ordonnances Macron, ce principe a volé en éclats et le Code du travail est systématiquement découpé en 3 chapitres sur les différentes thématiques. Une première partie sur la question des dispositions légales d'ordre public auxquelles on ne peut jamais déroger. Une deuxième partie avec les sujets ouverts à la négociation. Et une troisième partie avec les dispositions légales dites supplétives, c'est-à-dire qui ne s'appliquent qu'à défaut d'accord sur un sujet particulier. Ce qui veut dire que la négociation se fait assez librement, sous réserve de respecter les règles légales d'ordre public. En revanche, un accord collectif peut être, y compris, moins favorable que les dispositions légales supplétives. Donc c'est important d'intégrer ce grand principe parce que tout en découle et que c'est un élément fondamental en vue de la négociation. J'en viens à la première partie sur la mise en place du comité social et économique. Donc le CSE remplace le CE, l'EDP et le CHSCT. Ces 3 anciennes instances représentatives du personnel disparaissent et c'est une nouvelle instance qui les remplace. Cette nouvelle instance récupère l'ensemble des prérogatives anciennement CE, DP, CHSCT. Il n'y a pas de disparition de prérogatives dans le cadre du passage au CSE. En revanche, il y a une problématique importante qui est celle des moyens qui seront donnés au CSE et à ses élus pour pouvoir exercer correctement ces prérogatives. Et c'est un des enjeux dans le cadre de la négociation que nous évoquerons dans le cadre de la deuxième partie. Donc, le passage au CSE est obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 31 décembre 2019. Il s'agit d'une règle légale d'ordre public. Donc concrètement, à partir du 1er janvier 2020, plus aucun CE, DP ou CHSCT ne pourra subsister. C'est important de l'intégrer dans le cadre du rétro-planning du passage au CSE. Le CSE, je l'ai dit, est une nouvelle instance. Néanmoins, c'est une nouvelle instance dont le mode de fonctionnement se rapproche en partie de celle anciennement du comité d'entreprise. Que ce soit sur la question de l'ordre du jour, des procès-verbaux, du fonctionnement avec des commissions, même s'il y a des changements sur les commissions, avec le fait d'avoir une présidence par l'employeur ou son représentant, d'avoir un secrétaire qui est un représentant du personnel, on est sur un fonctionnement qui s'apparente relativement à celui du comité d'entreprise. Néanmoins, il y a un certain nombre de différences, puisque ce comité social et économique récupère l'ensemble des prérogatives anciennement CE, DP et CHSCT. Je me permets d'insister sur la question du CHSCT, puisque concrètement, l'ensemble des obligations qui pèsent sur l'employeur sur la question de la prévention de la santé et de la sécurité ne change pas. C'est-à-dire que l'employeur est toujours soumis à une obligation de sécurité de résultat. Et donc concrètement, le passage au CSE n'enlève absolument aucune de ces obligations qui pèsent sur l'employeur. Donc sur les changements concernant le CSE, du fait de ce passage à cette nouvelle instance. Il y a notamment 2 changements très importants. Un premier qui est le fait que désormais, à défaut d'accord plus favorable, les suppléants ne siègent plus en réunion plénière, sauf s'ils remplacent un titulaire absent. Donc c'est un changement important puisque jusqu'à présent, les suppléants étaient de droit, pouvaient siéger en réunion de CE par exemple. Désormais, ils ne peuvent siéger que s'ils remplacent un titulaire absent, ou alors si un accord est plus favorable et prévoit leur présence, ce qui est tout à fait possible dans le cadre de la négociation. Un deuxième changement important, c'est la question du non-cumul de mandats dans le temps, puisque la loi
a prévu que pour les entreprises de plus de 50 salariés, les élus au CSE ne puissent pas faire plus de 3 mandats consécutifs. Une dérogation est possible à travers la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais uniquement dans les entreprises de moins de 300 salariés. Ce qui veut dire que dans les grandes entreprises de plus de 300 salariés, il ne sera pas possible de faire plus de 3 mandats successifs d'élus au CSE, sachant qu'on remet les compteurs à zéro à compter lors de la mise en place du CSE, et donc on ne tient pas compte pour les 3 mandats successifs des mandats qui ont existé précédemment en tant qu'élu CEDP ou CHSCT. S'agissant du nombre d'élus au CSE et de leurs heures de délégation, un décret a prévu de cadrer ces différentes dispositions à travers le décret du 29 décembre 2017. Ce décret fixe, en fonction des tranches des effectifs de l'entreprise ou des établissements, un certain nombre d'élus et d'heures de délégation pour les élus titulaires. Vous pourrez voir ce tableau qui vous sera envoyé avec le document en téléchargement. À préciser que sur ce tableau, il s'agit de dispositions légales dites supplétives, c'est-à-dire qui s'appliquent à défaut d'accord, qu'il est néanmoins possible de négocier évidemment mieux, plus d'élus et plus d'heures de délégation par accord. Il est aussi possible de prévoir un équilibre différent entre nombre d'élus et heures de délégation, avec néanmoins une règle légale d'ordre public qui est le nombre total d'heures de délégation par collège. C'est-à-dire que concrètement, le législateur a voulu donner la possibilité aux partenaires sociaux, par une négociation dans l'entreprise, de prévoir plus d'élus mais moins d'heures de délégation par élu, ou aussi moins d'élus et plus d'heures de délégation par élu, mais en revanche, par accord, il n'est pas possible de prévoir moins d'élus et moins d'heures de délégation par élu que ce que le décret fixe. Dans le cadre de la négociation sur la mise en place du CSE, il est aussi assez fondamental d'avoir une vision globale de l'architecture de la représentation du personnel. Le CSE, en toute logique, se met en place au niveau du périmètre de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, si une telle unité économique et sociale est reconnue. S'il existe des établissements distincts au sein de l'entreprise, alors la mise en place du CSE se fait à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un comité social et économique central qui couvre l'ensemble de l'entreprise, et il y a des CSE d'établissement pour chacun des établissements. On retrouve un peu la logique qui existait entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement. Donc, se pose la question dans le cadre de la négociation de définir le découpage entre les différents établissements, derrière de définir les compétences des différents périmètres et de voir aussi l'articulation entre ces différents niveaux, le cas échéant au niveau central et établissement, ainsi que, le cas échéant, la question des commissions dites santé, sécurité et conditions de travail, et éventuellement des représentants de proximité, si de tels représentants de proximité sont prévus par accord. À titre d'illustration sur la question de ces différents niveaux, pour bien visualiser l'enjeu de cette négociation, sur une grande entreprise qui aurait plusieurs établissements distincts et qui mettrait en place des représentants de proximité par accord, on peut potentiellement être confronté avec 5 niveaux différents d'instances qui ont la compétence santé, sécurité, conditions de travail. Le CSE central, sur les questions santé, sécurité, conditions de travail qui sont de la compétence du chef d'entreprise, la commission santé, sécurité, conditions de travail au niveau central, par délégation du CSE central, le CSE d'établissement, pour ce qui est à la main du chef d'établissement, la commission SSCT d'établissement par délégation du CSE d'établissement, et aussi des représentants de proximité qui peuvent avoir une compétence SSCT selon les dispositions prévues par accord. Donc vous voyez bien qu'il est assez indispensable de définir clairement qui fait quoi et avec quelle articulation pour éviter à la fois de doublonner et pour avoir une organisation efficace. Se pose également, donc, on l'a évoqué, la question des heures de délégation.
Très concrètement, le décret du 29 décembre 2017 a prévu un certain nombre de dispositions, mais auxquelles on peut, le cas échéant, déroger par accord collectif. Il y a également deux nouveautés sur la question des heures de délégation. C'est la question dite de la mutualisation et de l'annualisation. C'est-à-dire que les règles qui existaient précédemment pour la délégation unique du personnel sont reprises pour le CSE. C'est-à-dire qu'un même élu qui n'utilise pas sur un mois toutes ses heures de délégation peut se transférer d'un mois sur l'autre les heures non prises dans une double limite, à la fois d'un report dans la limite de 12 mois et dans la limite de pouvoir prendre sur un même mois, au maximum, 1,5 fois son crédit mensuel d'heures de délégation habituel. De la même façon, il est possible de se transférer d'un élu à un autre des heures avec la même limite qui est qu'un élu ne peut pas prendre sur un même mois plus de 1,5 fois son crédit mensuel habituel. Avec une dernière limite dans les deux cas, le fait que les heures qui sont prises suite à un transfert ou suite à un report doivent donner lieu à un délai de prévenance vis-à-vis de l'employeur de 8 jours, sachant que ces différents éléments sont, là encore, négociables. Les deux mots sur la question de la commission santé, sécurité, conditions de travail et des représentants de proximité. La commission santé, sécurité, conditions de travail est une nouvelle commission créée par les ordonnances Macron et qui est obligatoire dans un certain nombre de cas. Donc c'est obligatoire dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, c'est obligatoire sur les sites nucléaires ou Céveso, et c'est obligatoire également si l'inspecteur du travail le décide au regard d'un certain nombre de dangerosités liées à l'activité dans l'entreprise. Donc quand un de ces critères est rempli, la commission santé, sécurité, conditions de travail est obligatoire et elle doit être mise en place. Si aucun de ces critères n'est réuni, pour autant, par accord, il est tout à fait possible de prévoir la mise en place d'une telle commission, dite commission SSCT, santé, sécurité, conditions de travail. Cette commission est en principe composée d'élus du CSE, ça peut être des élus titulaires ou des élus suppléants, et il doit y avoir à minima 3 membres. Cette commission a pour objet de préparer les travaux du CSE. Concrètement, par accord, l'ensemble des compétences dans le domaine de la santé, sécurité, conditions de travail du CSE peuvent être déléguées à la commission SSCT, à l'exception, d'une part, des rendus d'avis, et d'autre part, des décisions de recours à expertise, qui, dans les deux cas, doivent obligatoirement se voter en réunion plénière de CSE. Mais pour tous les autres aspects santé, sécurité, conditions de travail, le choix peut être fait de déléguer le travail à la commission santé, sécurité, conditions de travail. Évidemment, dans le cadre de la négociation, est à prévoir les modalités de fonctionnement de cette commission, sa périodicité de réunion, qui est à minima de 4 fois par an, la manière dont les réunions se tiennent en termes d'ordre du jour, etc. Et puis, la question des moyens qui sont donnés aux élus qui siègent à cette commission, en particulier la question des heures de délégation. Sur la question des représentants de proximité, les ordonnances Macron ont prévu la possibilité de mettre en place des représentants de proximité, mais ce dispositif n'est pas obligatoire. Il n'y a d'ailleurs pas de disposition supplétive sur le sujet. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'accord collectif qui prévoit la mise en place de représentants de proximité, alors il n'y aura pas de représentants de proximité dans l'entreprise. C'est, on le voit bien, un élément de négociation important et qui permet de prévoir, d'apporter un maillage local, proche du terrain, et d'éviter un éloignement potentiellement des représentants du personnel par rapport aux salariés. Les représentants de proximité sont désignés par le CSE. Ils peuvent être des élus du CSE comme des salariés qui ne sont pas des élus. Ils sont obligatoirement des salariés protégés, donc ça c'est une disposition d'ordre public. Quant à leurs compétences et leurs moyens, ils sont totalement à négocier dans le cadre d'un accord collectif. Vous le voyez, là encore, le législateur a largement renvoyé à la négociation collective pour la mise en place de la représentation du personnel
et de ses modalités d'exercice, avec notamment la question des moyens. Voilà pour la première partie sur la question de la mise en place du CSE et de ses grands principes. Nous passons donc à la deuxième séquence sur la question des bons réflexes avant les élections et notamment pour préparer le passage au comité social et économique. Nous l'avons évoqué, toutes les entreprises doivent passer au CSE avant le 31 décembre 2019 au plus tard. Dans le cadre de la préparation du passage au CSE, il y a potentiellement deux négociations à mener. Une négociation qui est obligatoire et que vous connaissez, qui est celle du protocole d'accord préélectoral, qui est une négociation assez classique, qui est cadrée par le Code du travail, à la fois dans son délai, puisqu'elle se passe 2 à 3 mois avant l'élection, et qui est également très cadrée quant à son contenu, avec un certain nombre de dispositions qui sont obligatoires dans le cadre de cette négociation du protocole d'accord préélectoral. La deuxième négociation, c'est celle du passage au CSE, donc l'accord de mise en place du CSE, qu'on peut également appeler accord de dialogue social. Cette négociation n'est pas légalement obligatoire, néanmoins elle est fortement recommandée et la préconisation en principe est de négocier cet accord en amont de la négociation du protocole d'accord préélectoral, ce qui veut dire idéalement d'entamer cette négociation à minima 6 mois avant les élections. Comparons la question de ces deux négociations. Le protocole d'accord préélectoral est un accord à durée déterminée qui dure le temps du mandat. C'est un accord qui se négocie avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris celles qui ne sont pas représentatives ou qui ne sont pas présentes dans l'entreprise. Et le contenu de cet accord est cadré par le Code du travail, c'est notamment la question de l'organisation matérielle du vote, les dates, la préparation, la campagne électorale. C'est également la question des collèges électoraux, la question du nombre d'élus et des heures de délégation. Enfin, la question de la validité, les conditions de validité de ce protocole d'accord préélectoral, c'est ce qu'on appelle la double majorité. C'est-à-dire qu'il faut que la majorité des syndicats qui ont participé à cette négociation soient signataires, qu'ils soient représentatifs ou pas, et il faut que soient signataires des syndicats représentatifs qui pèsent plus de 50% des voix au premier tour des élections. L'accord de dialogue social ou accord de mise en place du CSE, lui, répond à des règles différentes. C'est un accord d'entreprise entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'il est négocié par les organisations syndicales représentatives. Sa durée est librement négociée, ça peut être notamment un accord à durée indéterminée. Son contenu est lui aussi librement négocié. L'idée est potentiellement, on y reviendra, d'intégrer la question des périmètres, le cas échéant des établissements distincts, la durée du mandat, tous les éléments de fonctionnement du CSE et des moyens du CSE évidemment. Quant à sa condition de validité, c'est uniquement le fait d'être signé par des organisations syndicales représentatives qui pèsent plus de 50% des voix au premier tour des élections. Avec une petite précision, j'ai évoqué la question du protocole d'accord préélectoral, j'ai évoqué l'accord de dialogue social. Il existe aussi l'obligation, une fois que le CSE est mis en place, qui est de mettre en place et de voter un règlement intérieur. Ce règlement intérieur suit un peu la logique de ce qui existait jusqu'à présent, notamment au comité d'entreprise, où un règlement intérieur était également obligatoire. À noter néanmoins que ce règlement intérieur ne peut pas imposer d'obligations supérieures à la loi à l'employeur. Par conséquent, si vous voulez doter votre CSE de moyens particuliers, qui sont supérieurs à la loi, il faut le faire à travers l'accord de dialogue social, donc à travers un accord collectif, et pas à travers le règlement intérieur pour que ce soit plus sécurisé. Avant de rentrer en négociation, il y a quelques préalables en termes de conseils. Le premier, c'est de bien maîtriser les dispositions légales. Pourquoi? Parce que, je l'ai évoqué en introduction, dans le cadre de la négociation, vous pouvez légalement négocier mieux, mais aussi moins bien que les dispositions légales supplétives. Il est par conséquent assez indispensable de bien maîtriser ces dispositions légales supplétives. Par ailleurs, il y a un intérêt à faire le bilan du dialogue social dans l'entreprise.
comment fonctionne le dialogue social, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, de manière à essayer d'améliorer ce qui ne fonctionne pas bien, et au contraire, essayer de reprendre autant que possible ce qui fonctionne bien dans l'entreprise. Il faut également essayer de lister l'ensemble des accords et usages qui portaient sur les anciennes instances représentatives du personnel, CEDP, CHSCT. Pourquoi? Parce que légalement, et c'est une règle d'ordre public, au premier tour des élections du CSE, l'ensemble de ces usages et accords collectifs qui portaient sur les anciennes IRP disparaissent automatiquement. Et donc, il peut être utile de les avoir listés pour pouvoir intégrer ces éléments dans le cadre de la négociation à venir. Enfin, là encore dans le cadre de la négociation, en préambule, l'idée est d'avoir une vision globale de la représentation du personnel souhaitée à venir, de manière à pouvoir, dans le cadre de la négociation, intégrer à la fois la question de l'architecture, la question du contenu des différents niveaux et la question des moyens qui vont avec pour pouvoir exercer ces différentes prérogatives. Ainsi, en termes de contenu de la négociation, il y a à la fois, premier élément sur la question de la configuration et l'architecture, qui intègre notamment les reconnaissances d'établissements distincts, la question de la durée des mandats, des commissions SSCT et des représentants de proximité. Un deuxième élément, ce qui légalement doit être dans le protocole d'accord préélectoral, donc le nombre d'élus, les heures de délégation, sachant que ces deux éléments, même s'ils sont légalement dans le protocole d'accord préélectoral, notre préconisation est aussi de les négocier dans le cadre de l'accord de dialogue social pour avoir un accord global équilibré. Dans le protocole d'accord préélectoral, il y a également la question des différents collèges et de l'organisation matérielle des élections, ainsi que le cas échéant de dérogation à la règle de non-cumul dans le temps dans les entreprises de moins de 300 salariés. Enfin, tout le champ de la question du fonctionnement du CSE, avec des sujets assez importants et variés. Et pour finir, le cas échéant, la question du droit syndical, qui peut aussi faire l'objet de cette négociation. À noter par ailleurs qu'un accord collectif peut prévoir un certain nombre de dérogations par rapport aux règles de fonctionnement habituelles sur le nombre de réunions de CSE, par exemple. La règle étant jusqu'à présent une reprise de ce qui existait au niveau du comité d'entreprise, c'est-à-dire dans les entreprises de plus de 300 salariés, c'est une réunion mensuelle. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, c'est une réunion tous les 2 mois. Néanmoins, par accord collectif, on peut descendre jusqu'à 6 réunions par an. Il y a un certain nombre de dispositions comme ça qui sont librement négociables par accord, d'où la nécessité de préparer cette négociation au mieux en anticipant. Le maître mot dans le cadre du passage au CSE, c'est vraiment la question de l'anticipation et de se préparer. Ainsi, en termes de citation, on peut dire « il faut toujours être prêt à négocier, mais jamais négocier sans être prêt ». Cette règle est évidemment valable pour le passage au CSE, mais elle peut aussi s'appliquer à n'importe quelle négociation. Enfin, pour finir sur la question des élections du CSE, vous allez être confronté, pour un certain nombre d'entre vous, pour la première fois, à la question de la mixité des listes ou de la représentation proportionnée hommes-femmes. Cette règle n'est pas issue des ordonnances Macron, elle est issue de la loi Rebsamen de 2015. Elle est applicable depuis janvier 2017, avec un certain nombre de jurisprudences qui sont arrivées, notamment plus récemment en mai et en juin 2018, qui ont pu modifier quelque peu les règles d'application. Concrètement, pour déterminer le nombre d'hommes et de femmes à présenter au sein de chaque collège, il faut regarder la proportion d'hommes et de femmes salariés au sein de ces différents collèges. Et la logique est de respecter la même proportion en termes de candidats que de salariés. La liste peut être, lorsqu'il y a plusieurs candidats à présenter au sein du collège, la liste peut être librement débutée en première place par un homme ou par une femme, puis derrière c'est une alternance, homme-femme, femme-homme, puis lorsque un des deux sexes en nombre de candidats est épuisé, eh bien l'alternance s'arrête. Voilà. C'est la grande règle générale. Après, dans les détails,
on peut regarder un certain nombre de dispositions un peu plus précises, mais qui peuvent être compliquées au regard de la jurisprudence. Il n'y a pas de contrôle a priori du fait que les listes respectent la proportionnalité homme-femme. En revanche, dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, toute personne ayant intérêt à agir peut faire un recours auprès du tribunal d'instance. Et le cas échéant, le juge du tribunal d'instance vérifiera la juste représentation femmes-hommes. En cas de non-respect, il annulera l'élection des salariés qui auraient été élus en non-respect de ces différentes dispositions. Voilà pour la deuxième séquence. Nous abordons donc la troisième séquence sur la question du transfert du patrimoine du CE au CSE et sur la question des budgets du CSE. S'agissant des budgets, tout comme le comité d'entreprise, le CSE disposera de deux budgets différents. Le budget dit de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. Le budget de fonctionnement sera doté légalement de 0,2% de la masse salariale dans les entreprises de moins de 2000 salariés et de 0,22% de la masse salariale dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Donc il y a facialement une petite augmentation en pourcentage dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Néanmoins, on y reviendra, la question du calcul de la masse salariale est modifiée et donc en réalité cette amélioration est relativement en trompe-l'œil. Le deuxième budget est celui des activités sociales et culturelles avec un pourcentage défini librement dans l'entreprise. Donc ces deux budgets qui existent, qui sont jusqu'à présent deux budgets totalement séparés au niveau du comité d'entreprise, continuent à exister avec deux budgets séparés. Néanmoins, il y aura une petite fissure entre ces deux budgets, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité, par un vote en fin d'année au sein du CSE, de transférer une partie de l'excédent annuel d'un budget vers l'autre. Attention, il s'agit uniquement d'une partie du reliquat annuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer des réserves. Cette partie du reliquat annuel est limitée à 10% de l'excédent. Par ailleurs, il est important d'avoir en tête que la masse salariale qui est prise en compte pour calculer les budgets sera désormais calculée différemment. Jusqu'à présent, la jurisprudence s'était référée à la question, ce qu'on appelle comptablement le compte 641, qui est une désignation fiscale établie par la jurisprudence et qui intègre notamment les indemnités de rupture. Le législateur a fait le choix d'avoir un périmètre de la masse salariale plus réduit et donc désormais seuls les salaires soumis à cotisation de sécurité sociale serviront pour calculer le budget du CSE, ce qui peut entraîner une baisse du budget du CSE par rapport à celui du CE. Il est donc important d'anticiper, de faire des simulations, le cas échéant en sollicitant l'expert comptable qui suit les comptes du CE et demain du CSE, de manière à vous préparer, le cas échéant, et savoir quel sera demain le niveau du budget. A noter que ce changement de calcul de la masse salariale est d'ores et déjà, depuis cette année, applicable au comité d'entreprise du fait d'un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 2018. Donc malheureusement, les juges ont anticipé ce changement et qui est désormais applicable également au comité d'entreprise dans un sens moins favorable. S'agissant du budget de fonctionnement du CSE demain, il faut noter à la fois ce risque d'assèchement en termes de recettes, en tout cas de baisse de recettes potentiellement du fait du changement du calcul de la masse salariale. En face de ça, il y aura potentiellement des dépenses plus importantes. D'abord, du fait du périmètre du CSE qui est plus large que le périmètre anciennement du CE. Ensuite, parce qu'un certain nombre de dépenses qui étaient prises en charge intégralement par l'employeur jusqu'à présent ne le seront plus forcément intégralement, et c'est le cas notamment des expertises, des experts qui interviennent pour le compte du CSE. Jusqu'à présent, l'ensemble des expertises légales prévues par le Code du travail pour le CE comme pour le CHSCT étaient prises en charge
intégralement par l'employeur de plein droit, sauf celles sur les orientations stratégiques qui étaient en cofinancement, 80% employeur, 20% budget de fonctionnement. Désormais, la logique est inversée, c'est-à-dire que l'immense majorité des expertises légales deviennent en cofinancement, 80% par l'employeur et 20% par le budget de fonctionnement. Néanmoins, 4 expertises légales importantes restent obligatoirement financées intégralement par l'employeur, celle sur la situation économique et financière, celle sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, celle en cas de risque grave et celle en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, vous le voyez, les expertises légales continuent à exister, mais néanmoins, il peut y avoir une tension sur leur financement. Néanmoins, vous pouvez, à travers la négociation, essayer de négocier des dispositions plus favorables. Enfin, sur la question du transfert des biens du CE au CSE, la loi et les ordonnances Macron ont prévu un transfert de plein droit de l'ensemble du patrimoine du CE au CSE, et ça se traduit normalement par le biais d'une résolution qui est votée lors d'une dernière réunion du comité d'entreprise qui prévoit les modalités de transfert au CSE, et lors de la première réunion du CSE, le vote d'une résolution pour acter les modalités de transfert de ces biens venant du comité d'entreprise. Là encore, une préconisation, préparez-vous, anticipez, et le cas échéant, faites-vous accompagner pour anticiper au mieux et éviter toute mauvaise surprise. Je vous remercie.